Et si tout ce qu'on nous a appris sur la perte de poids était en fait à l'envers? Comment ça? Si la question la plus importante pour perdre du gras efficacement, ce n'était pas combien de calories, Mhm. mais plutôt dans quel ordre je construis mon assiette, Ah oui, c'est une question qui change radicalement la perspective. n'est-ce pas, hein? On passe d'une vision de restriction, où on se demande tout le temps qu'est-ce que je dois enlever, à une stratégie de construction, où la question devient qu'est-ce que je dois sécuriser en premier. C'est exactement ça. Et c'est presque l'inverse de tout ce qu'on entend. On nous a dit de chasser le gras, de se méfier des féculents. Sans jamais parler d'hiérarchie. Jamais. L'idée qu'on explore aujourd'hui, c'est que l'ordre est peut-être plus important que la suppression. On va construire notre alimentation brique par brique. D'abord le pilier, les protéines. D'accord. Ensuite, le filet de sécurité, les lipides. Et seulement à la fin, la variable d'ajustement, les glucides. Le problème que beaucoup de gens rencontrent, c'est qu'ils veulent tout couper en même temps. On baisse les calories de manière agressive et on se retrouve affamé, fatigué, On perd du muscle. on perd du muscle et le système hormonal est complètement perturbé. La discussion d'aujourd'hui, c'est de comprendre où couper, quand couper et surtout ce qu'il ne faut absolument jamais couper. C'est la promesse de notre analyse. Dans les prochaines minutes, on va vraiment décortiquer cette logique. Pour comprendre comment structurer son alimentation pour perdre du gras, oui, mais durablement, en protégeant sa masse musculaire, son énergie, son équilibre. Tout à fait. Et avant de plonger dans le vif du sujet, un rappel essentiel s'impose. Oui, Cette discussion est présentée à des fins purement éducatives, elle ne constitue en aucun cas un avis médical et ne doit pas remplacer la consultation d'un professionnel de la santé. Chaque personne est unique et ses besoins doivent être évalués par un médecin ou un diététicien. c'est noté et c'est un point crucial. D'ailleurs, il y a un autre prérequis important que nos sources soulignent. Se lancer dans ce calcul, ce n'est pas la toute première étape. Non, ça vient après. Ça intervient après deux phases préparatoires. La première, c'est de standardiser sa consommation. La seconde, d'améliorer la qualité des aliments. C'est une nuance capitale. On ne peut pas optimiser le chaos. Quand on dit standardiser, attention, ça ne veut pas dire manger la même chose tous les jours. Non, bien sûr. Ça veut simplement dire, essayer d'avoir des repas assez similaires pendant une petite semaine, juste pour avoir une idée claire de son point de départ. Savoir combien de calories, de protéines on consomme réellement, avant de tout changer. C'est une base de référence. D'accord. Donc on prend une photo de la situation actuelle, on s'assure que les aliments sont de bonne qualité, et seulement après, on peut commencer à jouer les architectes. C'est beaucoup plus logique. Voilà. Alors voici notre plan. D'abord, on va voir pourquoi les protéines sont la fondation, le pilier non négociable. Ensuite, on s'attaquera à un sujet un peu sensible. Les lipides. On verra pourquoi, malgré leur mauvaise réputation, ils sont un filet de sécurité essentiel pour l'équilibre hormonal. Et enfin, on expliquera comment les glucides, souvent diabolisés, deviennent en réalité une variable d'ajustement super flexible pour l'énergie. Le fil rouge qui relie tout ça, c'est de répondre de manière chirurgicale aux besoins du corps dans un ordre de priorité. 1. Préserver le muscle. Le plus important. 2. Assurer le bon fonctionnement de notre usine hormonale. Et 3. Fournir le carburant pour vivre. Le tout dans un déficit calorique maîtrisé. Parfait. Allons-y. Commençons par la base de la pyramide, la fondation, les protéines. On a l'impression que c'est devenu une obsession. Pourquoi sont-elles si fondamentales? La toute première chose à calculer. Alors ce n'est pas juste une obsession, c'est de la physique en fait. Quand on se met en déficit calorique, C'est-à-dire qu'on consomme moins qu'on ne dépense. exactement, le corps il est malin. Il va chercher de l'énergie là où il peut. Et une source facile d'accès, malheureusement, ce sont nos propres muscles. Ce processus s'appelle le catabolisme musculaire. En gros, le corps se mange lui-même pour trouver du carburant. D'accord, préserver le muscle, je comprends l'idée, mais est-ce qu'on ne peut pas juste compenser en faisant un peu plus de cardio? C'est souvent ce qu'on entend, non? Pour perdre du poids, fais du cardio. C'est une excellente question et c'est une erreur très très courante. Faire du cardio, ça brûle des calories, c'est un fait. Mais ça ne protège pas la masse musculaire. Au contraire même. Au contraire, si l'apport en protéines est insuffisant, un excès de cardio en déficit peut même accélérer la perte de muscle. Or, perdre du muscle, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Pourquoi? Le muscle est notre moteur métabolique. Il brûle des calories même quand on est assis sur le canapé. Moins de muscles, ça veut dire un métabolisme qui ralentit, ce qui rend la perte de gras de plus en plus difficile. Et la reprise de poids quasi inévitable. Exactement. C'est donc une police d'assurance pour notre métabolisme. Les protéines envoient un signal au corps qui dit « Stop, ne touche pas à ça, je te donne les briques nécessaires ici ». C'est tout à fait ça. Alors, concrètement,
Comment on calcule cette assurance? Les sources donnent un chiffre assez simple à retenir. Oui. Et c'est ce qui fait la force de cette approche, sa simplicité. La recommandation de base est de viser environ 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. D'accord. Pour ceux qui utilisent le système métrique, ça équivaut à peu près à 2,2 grammes par kilogramme. Attends une minute. Pour une personne de 150 livres, soit 78 kilos, ça fait 150 grammes de protéines par jour. Honnêtement, ça paraît énorme. Et potentiellement cher. Est-ce que c'est vraiment réaliste pour tout le monde? Tu mets le doigt sur la première prise de conscience que beaucoup de gens ont. Oui, ça peut paraître beaucoup, parce que la plupart des gens sous-estiment massivement le rapport réel. Ah oui. Atteindre cette cible, ça demande une vraie intention. Ça ne se fait pas par hasard. Ça veut dire penser protéines à chaque repas. Des œufs le matin, du poulet ou du tofu à midi, un shaker ou du fromage blanc en collation, ce n'est pas juste le steak du dîner. C'est une redistribution. C'est une redistribution. Et non, il n'y a pas vraiment de version light, car c'est ce montant qui a démontré son efficacité pour préserver le muscle. C'est le prix de l'assurance. D'accord, donc étape 1, non négociable. On calcule son besoin, on structure ses repas autour. Une fois ce pilier en place, on passe au deuxième étage. Et là, ça devient surprenant. Les lipides. Ah, les lipides. On a passé 30 ans à nous dire que le gras était l'ennemi public numéro 1, et là, c'est la deuxième priorité. Les années 90. Le fameux low fat, où l'on remplaçait le beurre par de la margarine pleine de graisse trans. Et on mangeait des yaourts 0% qui avaient le goût du polystyrène, mais avec plein de sucre ajouté. C'est ça, ouais. Heureusement, la science a fait du chemin. La raison pour laquelle les lipides sont la deuxième priorité, c'est qu'ils sont absolument vitaux pour notre santé hormonale. On entend souvent ça, santé hormonale, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les conséquences si on coupe trop dans les graisses? C'est un véritable effet domino. Beaucoup de nos hormones les plus importantes, comme la testostérone, les œstrogènes, Oui. sont fabriquées à partir du cholestérol et des acides gras qu'on mange. Si on prive le corps de ces matières premières, la production ralentit. Et concrètement, ça se traduit par une baisse de la libido, des dérèglements du cycle menstruel. De l'irritabilité, de la fatigue. Exactement, fatigue chronique, troubles de l'humeur et, ironiquement, une faim quasi constante. Le corps envoie des signaux de détresse pour réclamer ce qui lui manque. C'est complètement contre-intuitif. Pour arrêter d'avoir faim et perdre du gras, il faut s'assurer de manger assez de gras. C'est fou. C'est exactement ça. Je me souviens d'une cliente qui suivait un régime très faible en gras. Elle était épuisée, démotivée, ne perdait plus 1 gramme. Classique. On a simplement réajusté son apport en lipides à un niveau sain, sans même changer son total calorique au début. En 2 semaines, son énergie était revenue, sa faim était gérable et la perte de poids redémarrait. C'était juste son corps qui sortait du mode survie. L'histoire est vraiment parlante. Alors, quelle est cette dose de sécurité? Les sources donnent une fourchette assez claire. Oui, la recommandation est de viser entre 0,3 et 0,5 grammes de lipides par livre de poids de corps. En métrique, c'est environ 0,66 à 1 gramme par kilo. Il y a une certaine flexibilité donc. Oui, mais il y a une ligne rouge à ne jamais franchir. Le fameux plancher de 0,3 grammes? Absolument. Les sources insistent lourdement là-dessus. Ne jamais, jamais descendre en dessous de 0,3 grammes par livre. C'est le seuil critique. En dessous, les risques pour l'équilibre hormonal deviennent vraiment significatifs. C'est un filet de sécurité non négociable. Reprenons notre exemple de 150 livres. Cette personne devrait donc consommer entre 45 grammes 150 fois 0,3, et 75 grammes de lipides par jour. Et ce 45 grammes, c'est le minimum vital, en quelque sorte. c'est tout à fait ça. Et la borne supérieure est importante aussi. Aller bien au-delà de 0,5 n'est pas forcément mieux, parce que les lipides sont très denses en calories. Ça commence alors à grignoter le budget qu'on pourrait allouer à notre troisième macronutriment. Les glucides, la bête noire, qui arrive en dernier comme la touche finale. On ne les diabolise pas, on les considère comme une variable d'ajustement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'une fois qu'on a posé nos deux fondations, protéines pour le muscle, lipides pour les hormones, les glucides viennent simplement combler le budget calorique qu'il nous reste. C'est la partie la plus flexible. La plus personnalisable. Exactement. Ils sont vus pour ce qu'ils sont, la source de carburant préférée du corps et du cerveau. L'énergie pour un entraînement, la concentration au travail, tout ça vient majoritairement des glucides.
D'accord, donc là, il faut sortir la calculatrice. Imaginons notre personne de 150 livres. Elle a sécurisé ses 150 grammes de protéines, elle vise le milieu de la fourchette pour les lipides, disons 60 grammes. Son objectif calorique est de 2000 calories. Comment on calcule? C'est un calcul en 3 temps très simple. D'abord, on convertit les protéines et les lipides en calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc 150 grammes de protéines, ça fait, 150 fois 4, 600 calories. voilà. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc 60 grammes de lipides, ça fait, 60 fois 9, 540 calories. d'accord, Ensemble, nos deux piliers représentent 600 plus 540, soit 1140 calories. ok. Donc sur notre budget de 2000, 1140 sont déjà loués, sanctuarisés. Il nous reste 2000 moins 1140, 860 calories. Précisément. Et ces 860 calories restantes seront entièrement fournies par les glucides. Sachant qu'un gramme de glucides, c'est 4 calories. On fait 860 divisé par 4, ce qui nous donne 215 grammes de glucides. C'est ça. Les glucides remplissent l'espace qui reste. Ni plus ni moins. C'est là que j'ai eu un déclic personnellement. J'ai toujours eu le réflexe de couper dans les glucides en premier. Et je finissais toujours par être épuisée avec des fringales de sucre. C'est un grand classique. L'idée d'ajuster les lipides d'abord puis les glucides, c'est contre-intuitif mais tellement logique. Les sources parlent de flexibilité entre les deux. Oui, c'est le cœur de la personnalisation. Tant que 2 règles d'or sont respectées, l'apport en protéines et le total calorique, on peut jouer avec le curseur lipides-glucides. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport de haute intensité, genre du crossfit, Cette personne se sentira mieux avec plus de glucides. probablement. Donc elle pourrait viser le bas de la fourchette pour les lipides, le fameux 0,3 g par livre. Ça libérerait plus de place calorique pour des patates douces ou du riz avant son entraînement. D'accord. Et à l'inverse, une autre personne, peut-être moins active ou qui trouve que les graisses la calment mieux, pourrait préférer des repas plus riches en avocats, en noix. Et donc viser le haut de la fourchette pour les lipides à 0,5 g. Exactement. Et mécaniquement, ça réduira la quantité de glucides disponibles, mais si ça correspond à ses préférences, c'est le bon choix pour elle. C'est une approche qui respecte vraiment la bio-individualité. Mais la question qui tue arrive toujours, je stagne, je ne perds plus, il faut que je réduise encore. Comment j'ajuste sans tout casser? Ah, surtout pas en coupant un peu partout au hasard. C'est là que la hiérarchie devient un outil de pilotage super puissant. L'ordre de réduction est l'image miroir de l'ordre de construction. C'est-à-dire? La toute première chose à ne pas toucher, ce sont les protéines. En déficit, elles deviennent encore plus importantes. On les sanctuarise. Ok, les protéines, intouchables, le coffre-fort est fermé. On coupe où alors? On commence par la première variable d'ajustement, les lipides. Si on était à 0,5 g par livre, on peut descendre progressivement vers 0,4 g, puis 0,35 g. On utilise cette marge, mais on s'arrête impérativement au plancher de 0,3 g. C'est le premier levier. Mais si ça ne suffit pas, si j'ai atteint ce plancher de 0,3 et que ça stagne encore? C'est seulement à ce moment-là qu'on commence à toucher au deuxième levier, les glucides. On les réduit alors progressivement. Le processus est donc incroyablement méthodique et sécuritaire. On protège les muscles, on protège les hormones et on ajuste l'énergie en jouant d'abord avec l'excédent de lipides, puis avec les glucides. On ne sacrifie jamais la structure pour l'énergie. Jamais. Pour conclure, l'approche qu'on a explorée change vraiment tout. Plutôt que de voir les calories comme un budget à réduire à la hache, il s'agit de penser comme un architecte. Qui construit une structure nutritionnelle intelligente, hiérarchisée. Et résiliente. C'est une approche proactive plutôt que réactive. On ne subit pas une restriction, on la pilote. Si on devait distiller l'essence de notre discussion en 3 idées, quelles seraient-elles? Je commence. Premièrement, la fondation, les protéines. Exactement. Sécuriser son apport en protéines, c'est la priorité absolue. C'est le bouclier qui protège la masse musculaire, notre moteur. Le repère de 1 g par livre est un point de départ simple et solide. Deuxièmement, le filet de sécurité, les lipides. C'est ça. Il est crucial d'assurer un apport suffisant pour la santé hormonale. Il ne faut jamais passer sous le seuil critique de 0,3 g par livre. C'est une assurance non négociable. Et troisièmement, la flexibilité, les glucides. Ils sont la variable énergétique qui comble le reste. C'est là que réside la personnalisation. On ajuste le rapport selon ses préférences, son activité, mais seulement une fois que les 2 premières bases sont assurées. Chaque nutriment a un rôle premier,
L'ordre fait donc toute la différence. Tout à fait. Et c'est pourquoi la réflexion la plus utile n'est pas un calcul compliqué, mais une simple observation. La prochaine fois qu'on prépare un repas, on pourrait se demander: Est-ce que la source de protéines est le point de départ, la star de l'assiette? ou est-ce juste un accompagnement qu'on ajoute après avoir rempli l'assiette de pâtes? Ce simple changement de perspective, ça peut absolument tout modifier. Au final, comprendre cette hiérarchie, c'est un peu comme si on apprenait enfin les règles du jeu de son propre corps. Une fois qu'on a compris le rôle de chaque joueur, on arrête de jouer à l'aveugle. On devient capable de mettre en place une stratégie qui a du sens, qui est durable et qui nous mène là